Eh ben écoutez, bonsoir à tous chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de Tout ou de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Il y a peut-être des voitures derrière, peut-être plein de choses, parce qu'on est ici en train d'enregistrer chez moi, sans matériel, parce que c'est fini, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Mais heureusement, il y a toujours Raphaël qui est là, ça va Raph? Écoute, ça va, oui. Je m'attendais à ce qu'on fasse un petit pique-nique sur le bord de la route, donc du coup, voilà, j'ai amené tout ce qu'il fallait, le petit fromage, le petit chocolat, les glaces, tout ça quoi. C'est vrai qu'il y a des glaces, c'est ça qui est très très bien, mais en plus d'avoir des glaces, on a aussi Théo avec nous. Ça va? Bonsoir, oui, ça Oui. va très bien. Ça va, pas trop intimidé Non. d'être Par en contre, direct moi, j'ai comme ça rien amené à part mon talent. Oui, mais ça c'est déjà vachement bien, parce que le talent c'est quand même une bonne chose. Il y a des gens qui viennent parfois sans talent, nulle part d'ailleurs, parce que les gens sans talent ne viennent pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'était très compliqué pour les Grecs en période antique de venir sans talent, c'est-à-dire qu'ils venaient Sans argent. sans argent. Ah bah ça c'est Mais bien bien bonne bonne. historien. Voilà. Très très bien. C'est le mot du début et non pas de la fin. Et non, et oui. Et du coup, Raph, tu nous as prévu un petit quelque chose aujourd'hui. Tu veux nous en dire plus avant qu'on passe à la suite, comme ça. Moi, ça me permettra de savoir quand est-ce que tu feras ta chronique. Eh ben oui, bah moi écoutez, je voudrais vous parler du coup dans une nouvelle chronique d'un chiffre en particulier, le 4e chiffre premier. Ça vous dit quelque chose? Le 4e chiffre premier. Oui. Moi, non, ça me dit rien. Le Le chiffre premier étant divisable seulement par 1, 1, 2, 3, 3. 5, 7. Ok, Voilà. bah tu sais quoi, t'as qu'à y aller, parce que là, ça m'a déjà fait fondre le cerveau, donc je te propose qu'on y aille encore plus loin. Oui, ben écoute, tu pourras couper ça parce que tout ce que je vais vous parler, c'est d'un jeu qui s'appelle Seven Wonders, c'est tout. Quoi? Mais pourquoi? Bah, j'ai trouvé l'introduction comme ça, je me suis dit, voilà, bah, 7, c'est un chiffre premier, et puis pourquoi pas, merde. Et du coup, 7, c'est un chiffre premier. Oui, tout à fait. Mais Je vous suis pouvez d'ailleurs Je suis très voir... mauvais en match, je peux pas. Mais pareil, je comprends pas je le peux pas principe. participer à cette émission. Pour moi, des chiffres premiers, c'est les premiers chiffres, donc les 9 premiers. De toute façon, il n'y en a pas. les chiffres premiers sont les chiffres qui sont seulement divisibles par 1. Il n'y a pas tout qui est divisible par 1. Mais si, mais ils peuvent être divisibles par 2, par 3, par 4, par 5. Ah, seulement. Seulement. Par 1, ok. Voilà. C'est pas parce que t'es divisé Sinon, par 1 que... ils sont pas entiers, sans sinon. comprendre que eux-mêmes aussi, puisque 3 Voilà. c'est divisé par 3, mais ça pas du tout. Donc par exemple 1, 3, 5, 7, C'est les chiffres impairs, quoi, en fait. 11, 13, 19. Mais là, c'est des nombres. Ouais, tu montes ensuite. Ok. Tu peux diviser 15, tu vois, c'est pas un chiffre En fait, impair. c'est que 15, c'est pas un chiffre impair. 15, c'est un chiffre impair, Ouais. mais tu peux le diviser par 3, par 5, etc. Ah oui, ok, d'accord. C'est pas... Ouais. Ouais, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des paires qui sont des nombres premiers ou pas? Non, parce que fatalement, s'ils sont Fatalement, impairs, c'est ils quand sont même... divisibles ils sont par 2 divisibles de par 2 base. au moins. Ok. Voilà. Et Mais ben, c'était pas du tout le sujet. Ouais, mais c'est hyper voilà. intéressant quand même. C'était- Voilà. Je voulais juste introduire ça, bah du coup, voilà, l'introduction fera peut-être plus de temps que la chronique en elle-même. Ah oui, à ce point. Mais tant pis. Alors, du coup, moi, Ouais. du coup, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un jeu qui est mondialement connu chez les joueurs de jeux de table, ou board games en anglais, qui s'appelle Seven Wonders. Je pense que tous les trois, on y a déjà joué. Oui. Voilà. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce jeu, alors on va quand même un petit peu détailler ce que c'est, quand même, hein, comme jeu. Alors, Seven Wonders, comme son nom l'indique, c'est un jeu de table basé sur l'univers des 7 merveilles du monde. Bravo, antique. Marc. Les 7 merveilles du monde antique, tout à fait. C'est vrai. Et non pas en fourmi. Une partie de ce jeu dure environ, une demi-heure à 1 heure, voire plus. Tout Ouais. dépend si on met des extensions et un nombre de joueurs plus ou moins grand. Mais rentrons dans le vif du sujet, donc faisons un peu de roleplay. Que vous soyez donc scientifique grec, marchand égyptien ou militaire acadien, votre but reste le même dans ce jeu, construire votre merveille. Entrer en conflit avec les cités voisines incarnées par des joueurs ou même commercer avec elles. Alors pour cela, vous disposez d'un plateau de jeu montrant une des 7 merveilles du monde. Et c'est là qu'on va commencer avec un nouveau jeu. Quelles sont les 7 merveilles du monde? On en fait une Du chacun. monde antique. Antique. Du monde antique, bien sûr. Des jardins suspendus de Babylone. Oui, Le Colisée. non, Non. Non. et non. Non, il Quoi n'existe pas encore à ce moment-là. Oui. Ah putain, mais oui, d'accord, ok. Il y a- La bibliothèque d'Alexandrie. Non plus. Le phare d'Alexandrie. Oui, Putain, ça en fait enfin, 2. Oh, je suis très nul. À toi, hein, c'est à toi maintenant. Ah putain. J'ai peur. Les pyramides. Oui, les Ok. pyramides de Gizeh, oui, tout à fait. Enfin, la pyramide de Khéops, en soi. Le colosse de Rhodes. Oui, J'ai peur de parler. après, bon, il reste que des Grecs. Presque.
Oui, si, c'est Je ça. te donne un indice Athènes. Il y a Athènes, le Parthénon, j'aurais envie de dire, mais... Non, après, il y a Alors, je vous aide pour les le dernières. Parthénon, du coup. Alors, il y a celle qu'on appelle la Parthénon. statue chryséléphantine de Daté- Zeus à Olympie. Ouais. Il y a le temple d'Artémis Ok. à Éphèse. Et il y a le tombeau à Halicarnasse. C'est là, ouais. Très clairement, c'était plus compliqué. En Pourquoi fait, j'ai Parce que- confondu le temple d'Artémis avec le Parthénon, parce que la gueule. Ça fait physiquement, penser, ouais. Mais beaucoup de physiquement, temples grecs me font penser d'ailleurs. Mais alors, qui a choisi que ce serait Je crois que c'est un philosophe. C'est un philosophe grec qui a choisi, j'imagine. Wow, oui. C'est tout à fait possible. Et malheureusement, spoiler alert, ça ne fait pas partie de cette chronique. Eh oui, bah dites-nous dans les commentaires si vous avez la réponse chez vous. Et peut-être que je le mettrai en commentaire d'ailleurs quand ce de tout rien sortira. Donc ce qu'il faut retenir d'une partie, si on parle d'une partie de manière générale, une partie donc de Seven Wonders se joue en 3 manches. Les manches, chacune représente ce qu'on appelle un âge. Donc qu'est-ce qu'un âge dans ces jeux d'antiquité et tout ceci, je pense que vous l'avez déjà un petit peu notamment maîtrisé dans d'autres formes de jeux qu'on a parfois même évoqué ensemble. Par exemple, Age of Empires, Mythologie, ça parle effectivement des âges technologiques. Et donc du coup, c'est vraiment un symbole de différence où on va augmenter la puissance des cartes à jouer, de la difficulté, parce qu'on est de plus en plus technologique. Et donc du coup, Bien sûr. la civilisation qu'on incarne se rend de plus en plus forte. Alors, chaque âge commence par un paquet de cartes, dont chaque joueur aura donc soin de récupérer l'une d'entre elles. Il va choisir une des cartes, et puis ensuite, une fois qu'il a choisi cette carte, il va la jouer et passera le paquet à son voisin de gauche ou de droite, suivant l'âge en question. Une fois ceci dit, à la fin du coup de la manche, de l'âge, il restera donc une dernière carte par paquet qui ne sera pas jouée, qui sera donc la défausse. Alors, à la fin d'un âge, chaque cité voisine vont se faire la guerre pour engranger ou perdre ce qu'on appelle des points de victoire, qu'on verra tout à l'heure, et qui est, comme beaucoup de jeux de plateau, le nerf de la guerre pour gagner une partie. Et enfin, un nouvel âge commence, etc. etc. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, les cartes proposées dans le jeu de base, on parle, elles ont 7 couleurs différentes. Donc d'abord, les plus simples, les plus simples aux plus compliqués, les marrons. Alors les marrons sont celles qu'on appelle les ressources primaires, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires à la construction des cartes, qui symbolisent des bâtiments, des effets particuliers, ou de la merveille en elle-même, puisque le but en partie d'un jeu, on y reviendra, de ce jeu-là, c'est de construire sa propre merveille sur son plateau. Alors, parmi les ressources en question, il y en a 4 de souvenirs: la pierre, la brique, le bois, le minerai. Ok. Enfin, pour les ressources, il y a une autre carte de couleur grise. Ce ne sont pas des ressources primaires, on va plutôt appeler les ressources secondaires, ou alors on appellerait ça des choses qui ont été fabriquées, préfabriquées, qu'on appelle donc du coup c'est des tissus, le verre ou le parchemin. Comme les cartes marron, les ressources sont d'autres ressources supplémentaires qui vont servir à construire des cartes et des bâtiments. Donc on a 7 ressources, encore une fois, pour construire sa merveille ou les bâtiments. Ensuite, il y a la troisième couleur, ce sont les cartes bleues. Alors, les cartes bleues sont des bâtiments civils, en fait, qui apportent souvent que des points de victoire. C'est assez honorifique d'en faire, ça peut être assez sympathique de les collectionner. C'est pour la culture, en fait. Oui. Alors, on rentre petit à petit dans les choses un petit peu plus compliquées. Il y a des cartes qu'on appelle les cartes vertes. Les cartes vertes sont des cartes qui représentent des bâtiments scientifiques, octroyant aux joueurs des symboles particuliers. Alors, les symboles, ils sont au nombre de 3, la tablette, le compas et le rouage. Plus le joueur collectionne de symboles scientifiques, plus il a de points de victoire, en sachant qu'un symbole rapporte, en termes de points, son nombre au carré. Donc 1 égale 1, 2 égale 4, 3 égale 9, etc., etc. Et de plus, si le joueur collectionne au moins 3 symboles de chaque, il gagne 7 points de victoire. Ainsi. Ensuite, on a les cartes jaunes. Ce sont les cartes dites commerciales. Elles permettent donc, par exemple, d'acheter à un de vos voisins l'une de ses ressources pour construire une carte, ou d'en déduire le coût en pièces d'or, la monnaie du jeu, ou d'en gagner plus facilement d'ailleurs. 3 pièces d'or d'ailleurs valent à la fin 1 point de victoire, donc c'est aussi intéressant de jouer plutôt commercial. Ensuite, on a les cartes rouges, ce sont les cartes dites militaires qui offrent des boucliers. Le bouclier, c'est l'unité militaire qui, à la fin de chaque âge, permet de départager les conflits militaires entre cités voisines. Une cité qui perd son combat militaire contre l'un de ses voisins, eh bien, du coup, va perdre des points de victoire à chaque âge, donc 1 à chaque âge, donc il va en perdre 3. Mais une cité qui gagnera ces 3 conflits, un conflit par âge, gagnera 1, puis 3, puis 5 points de victoire. Donc pensez à la guerre pour gagner peut-être une bonne idée si vos voisins sont tournés plutôt sur le scientifique ou le commerce par exemple. Et enfin, les cartes violettes. Les cartes violettes, il s'agit de ce qu'on a appelé en fait
les guildes à la dernière manche, au 3e âge, ces guildes sont très puissantes et généralement influent sur le nombre de cartes de la couleur en question, chez vous ou chez vos voisins, pour vous faire gagner des points de victoire. Et enfin, à la 3e manche, la fin de la 3e manche, le 3e âge, la partie s'arrête et les joueurs comptent les points de victoire de leur cité. S'il est intéressant de construire sa merveille, car c'est celle qui d'ailleurs donne des avantages au cours de la partie ou d'ailleurs des points de victoire pour la fin, pour la lutte finale, la terminer n'est pas indispensable. Vous ne serez pas du coup disqualifié si vous ne terminez pas ou même si vous ne commencez pas votre merveille. Soit parce que vous n'avez pas pu obtenir les ressources qui permettaient de la construire, ou parce que vous étiez plus intéressé par le choix des cartes que vous voulez jouer, et donc elle-même rapporter plus de points de victoire immédiatement, ce qui amène parfois à des résultats atypiques. Un joueur n'ayant pas terminé, voire absolument pas commencé sa merveille, peut être le joueur ayant le plus de points de victoire, et donc gagner la partie, car fatalement sa stratégie aura été la meilleure. Alors, ça c'était simplement rapidement pour le jeu de base, mais ce jeu qu'on appelle Seven Wonders, qui est sorti donc il y a près de 12 ans, en 2010, eh bien, il a reçu beaucoup de nombreuses modifications, ce qu'on appelle des extensions. Et les extensions de Seven Wonders sont au nombre de 3, 4, 7. Voilà, Théo. Quoi ? Et oui, il y en a 7. Ça s'invente pas du coup, encore une fois. La différence, c'est que celle que tu ne comptes pas, Marc, c'est un reboot du jeu pour l'anniversaire. Ça compte pas, c'est Voilà. un reboot. Mais c'est compté dedans. Alors, j'en compte quand même 4. C'est un peu facile quand même. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un peu facile. Alors d'abord, la première en 2011, qu'on appelle Leaders. Une extension qui permet de choisir, avant chaque début d'âge, un leader parmi les grands noms de l'histoire antique. Je citais par exemple Jules César, Archimède, Crésus, Imhotep. 49 sont disponibles avec des bonus pour le joueur qui du coup lui permettra d'orienter une stratégie par rapport à sa merveille qui pourrait être plus qu'intéressante. Ce sont d'ailleurs, avec cette extension, 2 nouvelles merveilles qui sont jouables, le temple d'Abou Simbel et le Colisée de Rome. En 2012, donc un an plus tard, sort une seconde extension nommée Cities. Elle introduit une nouvelle couleur de cartes, les cartes noires, qui permet aux joueurs de réaliser une stratégie plus clandestine auprès des autres cités. Engager des espions, lever des taxes, faire perdre de l'argent aux cités voisines par exemple. Et avec elle, 2 nouvelles merveilles encore sont aussi jouables, celles de Byzance et de Petra. En 2013 sort une extension qu'on appelle Wonder Pack. C'est une extension qui permet l'ajout de 3 autres merveilles, Stonehenge, la muraille de Chine, et alors le Mannequin Peace, parce que voilà, pourquoi pas. Enfin, en 2018, l'extension du coup Armada porte le jeu davantage sur les mers, les conflits et commerces maritimes, ainsi que l'exploration d'îles cachant des trésors, et offre une nouvelle merveille jouable, Syracuse. Alors, de quoi endiabler vos parties pour qu'elles durent bien plus qu'1 heure, sortez vos toges et faites de votre cité la plus grande merveille du monde. Voilà. Pour terminer, quand même, parce que vous me connaissez, je peux pas terminer sans faire un petit point historique, etc. On a cité tout à l'heure les 7 merveilles du monde, vous vous rappelez ? Oui. Vous avez peut-être une idée de ce que je vais vous demander maintenant ? Les 7 merveilles du monde actuel ? J'aurais pu, mais je vais rester sur les 7 merveilles antiques. Ouais. Est-ce que vous arriveriez à classer ces merveilles de la plus ancienne à la plus récente ? Alors... Oh bah c'est les pyramides qui sont en première. Donc les plus anciennes ? Les plus anciennes. Ouais. Une idée ? Pour la suite ? De l'époque ? Ah bah c'est mon 4000. Moins 2560. Donc du coup, ouais, 4000 ans... BP, oui, voilà. BP 4000. C'est le préhistorien là qui a parlé. Du coup, il vous reste le colosse de Rhodes, le tombeau, le mausolée d'Halicarnasse, la statue de Zeus à Olympie, le phare d'Alexandrie, les jardins suspendus de Babylone et le temple d'Artémis. Je pense qu'en deuxième, c'est les jardins... Je crois que c'est Halicarnasse. Ah, moi j'aurais dit les jardins de Babylone quand même en deuxième. Oui, c'est vrai, les jardins de Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et après peut-être l'Halicarnasse. Peut-être Halicarnasse. Non. Ou alors c'est le temple d'Artémis. Oui, tout à fait, c'est le temple d'Artémis à Éphèse, à moins 560. Donc il est aussi au 6e siècle. Qui s'est effondré à cause d'un séisme, je crois. Il est brûlé aussi, je crois. Je sais plus. Non, il a été brûlé par un fou. Je crois qu'on a un témoignage du fou d'ailleurs. Enfin, alors, j'ai vu effectivement... par un auteur grec quoi, qui l'a brûlé pour une raison un peu folle aussi. Ok, putain, je savais pas. J'ai un vague souvenir de ça. Du coup, que ça a été détruit. Il vous reste le colosse de Rhodes, le tombeau de mausolée d'Halicarnasse, le phare d'Alexandrie et la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie. Halicarnasse. Non. Bon, bah alors c'est Zeus.
Oui, c'est la statue de Zeus à Olympie. À chaque fois, je tente la licorne. Ah, ça c'est fait vrai. bon, alors. À moins 436 avant Jésus-Christ. Là, c'est précis parce que derrière, il y a des sources. Est-ce que après c'est pas Carnasse justement? Oui, Ah, Halicarnasse, en voilà. moins 353 avant Jésus-Christ. Après c'est Rhodes. C'est le colosse de Rhodes, tout à fait, en moins Yes. 292. Il en reste combien? Il en reste plus que 2. Il reste Farda Alexandrie. Pardon, c'est le... Bon, je vous dis une bêtise. Le colosse de Rhodes, il est en moins 292. Il reste le phare d'Alexandrie qui est Qui est en dernier. quasiment le plus récent, en moins 299. Mais du coup, il y a 60 ans de construction derrière qui fait que... Ok. Et parce qu'il faut toujours une petite question pour finir, laquelle reste? Laquelle est encore en état? Ouais. Bah les pyramides. Oui, tout à fait, parce que les autres étant soit disparues, Soit détruites. soit détruites, ou alors Légendaires. légendaires n'ayant peut-être jamais existé. Tout à Colosse de fait. Rhodes, il a pété avec un séisme. Ouais, il a Oui. Les pieds ont pété. C'est pour ça qu'on dit avoir les pieds de. J'ai pas du tout d'expression, mais j'ai dit pour, c'est pour ça que. Un colosse au pied d'argile. Oui, Un voilà. colosse un au pied d'argile, putain, ouais, Heureusement qu'il est là. Putain. Voilà. On est d'accord qu'il y a bien 7 merveilles du monde actuel qui existent. Oui, tout à fait. Je serais curieux d'aller les voir. Je Attends. crois qu'il y a le Alors- Machu Picchu dedans. Je pense qu'il y a le Machu Oui, il Picchu. y a le Machu Picchu, il me semble qu'il y a le Colisée, il doit y avoir la muraille de Chine, Ouais. il y aura peut-être Petra Il aussi. y a peut-être aussi la. 7 merveilles du monde moderne. Ah non, c'est pas Petra, c'est plus ancien du coup. Alors dans Peut-être les 7 l'Opéra merveilles du Sydney. monde moderne, vous avez la Grande Muraille de Chine, Oui. vous avez Petra, Ah, la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, pourquoi pas dire. le Machu Picchu comme tu le disais, le site archéologique de Chichen Itza au Mexique, pardon, Ah oui, le Colisée Taj de Mahal. Rome bien sûr, et le Taj Mahal bien Oui, il n'y a évidemment pas du pour tout terminer. la- Il n'y a pas du tout la Tour Eiffel. Ouais, c'est comme Après il y a les Ferrari. 12 merveilles du monde moderne si vous voulez. Et après, on se fera les 15. Les Non, mais 48. dans les 12, il doit y avoir par exemple le théâtre de Sydney, et oui, la Tour Eiffel, tout ça. Peut-être la Statue de la Liberté, je sais pas. Quelles sont les 21 merveilles du monde? Putain mais en fait pour On va faire plaisir à s'arrêter tout le là, monde, on va s'arrêter là. ils les ont toutes mises quoi. Très bien. Ok, bah merci beaucoup Raph pour cette excellente chronique sur Seven Wonders, un jeu superbe que je vous conseille d'acheter et que je vous conseille de jouer. Vous pouvez aussi jouer d'ailleurs sur internet, n'est-ce pas Raphaël? Oui, alors du coup, il y a une plateforme qui s'appelle Board Game. Et Board Game a beaucoup soutenu les gens qui pouvaient par exemple être isolés pendant le Covid, oui. et qui du coup, on a permis de jouer ensemble alors qu'on n'était pas physiquement là. Eh oui. Par exemple, ça a pu pas nous sauver un réveillon. Oui, c'est vrai, le rayon de soit dit en l'année passant. dernière. Ouais. Mais si je puis me permettre, tu es un expert en Seven Wonders, t'as un petit niveau quand même. Alors, j'ai beaucoup joué sur Internet, mais avec la nouvelle version, puisque du coup, comme on disait, les extensions, je trouve, sont plus sympathiques. Et c'est un jeu qui permet un arbre de stratégie qui est vachement sympa. Donc, c'est rare, en fait, de se dire « Eh ben, allez, je vais faire exactement la même chose. » Souvent, on a envie d'incarner d'autres merveilles et de gagner par d'autres moyens, quoi. D'ailleurs, je vous conseille le site de airprod.com qui du coup vous parle beaucoup de Seven Wonders et surtout des extensions. J'introduis un petit peu le contenu qu'il y a dans chaque boîte et vous donne un petit peu des idées un peu sur le jeu en question, tout simplement. Toi, tu as un peu joué à Seven Wonders ça? Oui, T'es un bah expert. moi j'ai pas mal joué à la version Duel qui est sortie Ah. un peu plus tard que la version classique. Duel Qui est est très bien. sympa on va parler. aussi parce que ça n'a pas du tout le même fonctionnement. Le gameplay est très Le différent. gameplay est très différent, le fonctionnement de base reste le même, c'est-à-dire qu'il y a toujours les 3 âges, sauf que là les cartes on se les passe pas, on forme une sorte de pyramide et chaque joueur à son tour va en piocher une et petit à petit ce qui va dévoiler des cartes et permettre de découvrir. En fait il y a un peu plus de mystère je trouve Oui. dans le duel, C'est plus vrai. de compétition aussi parce que t'as un seul T'as un seul adversaire, t'as aussi ouais. beaucoup d'extensions aussi. Moi j'ai que le jeu de base. Je sais qu'il y a l'extension Avec les- Panthéon, je crois avec qu'il y a les dieux, elle est l'extension super bien, Pirate ouais. aussi, je crois. Oui, parce que c'est vrai que c'est quand même intéressant dans le duel d'avoir un seul adversaire, parce que je trouve qu'un des gros défauts de Seven Wonders, t'as que 2 réels adversaires, c'est ceux qui sont à côté de toi. Mais le truc, c'est que t'as beau faire ce que tu veux, être le meilleur des 3 personnes qui t'entourent, peut-être que la personne qui est en face de toi, que tu verras jamais, développera une stratégie incroyable qui fera que de toute façon tu pourras rien faire pour lutter contre lui. C'est pourquoi, de souvenir, ils avaient tenté un peu de réguler ça avec Armada, qui permettait de faire le conflit maritime et donc du coup techniquement d'atteindre les rivages de toutes les cités et de déclarer la guerre, C'est pour ça que j'aime beaucoup Armada d'ailleurs. hein. Et et en donc plus, d'avoir une petite influence. dans la version de duel, là par contre, le militaire prend encore plus sa place. C'est-à-dire que tu peux mettre fin à la partie précocement En défonçant l'autre. si tu envahis la cité de l'adversaire. C'est-à-dire que tu D'accord. peux finir une partie à l'âge 2
Si Oui, parce t'as que t'as brûlé une, enfin tout ce qui est militaire. Si je ne m'abuse, t'as une barre de militaire avec un Oui, c'est seul ça, avec jeton un qui avance et jeton qui... va avancer selon côté les ou de points l'autre, que ouais. chaque joueur va jouer. Donc en fait, C'est tu es ça. obligé de jouer sur beaucoup de tableaux pour pas te faire envahir et en même temps réussir à développer certaines technologies, certaines ressources de ta cité. Tout à fait, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Raph, pour cette petite chronique. Cette petite chronique sur un jeu, et ça tombe bien parce que moi j'ai un jeu à vous faire faire. Ah, Oh là là. Bon, c'est un jeu que toi, Raph, tu connais normalement, puisque c'est le retour de Synopsis Fusion. Eh oui, Synopsis Fusion, c'est un jeu, je t'explique Théo. En gros, j'ai pris 2 films, je les ai mixés. Ensemble, j'ai créé un synopsis d'un nouveau film, et votre but, c'est que vous allez devoir essayer de trouver de quel film il s'agit, mais pas que. Il va aussi essayer essayer de trouver le titre que j'ai créé à partir des 2 titres du film, bien Il évidemment. faut d'abord trouver les 2 originaux. D'abord, mieux trouver les 2 originaux, c'est-à-dire je vais vous donner le synopsis. Trouver l'enfant bâtard. C'est ça. Je vous donne le synopsis, et puis dès que vous avez une idée, vous m'interrompez, et poum, un peu comme Ok. façon question pour un champion, quoi. Il y a une thématique globale à tout ça. Ah c'est pour ça que oui, je n'invite pas à faut trouver regarder, à la fin. et essayez de trouver dès que vous avez la thématique globale, vous me le dites. ok. Mais je pense que vous allez le trouver facilement. Le premier synopsis est le suivant. Le célèbre et impitoyable justicier, inventeur de génie, vendeur d'armes et playboy milliardaire, est de retour. Plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire qu'il utilise pour s'échapper. Avec, il s'apprête à nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker. Top. Bah, du coup, il va y avoir Iron Man et Batman. C'est ça, exactement. Et du coup, ça donne quoi comme titre? Alors, ça aurait été marrant que tu fasses Batman, mais c'est genre peut-être Bat Iron. Non. Iron Bat. C'est Iron Bat, exactement, c'est Iron Bat. Je suis bête. Tout à fait. Bravo. Synopsis suivant. Alors même moi je suis en train de les redécouvrir parce que je me suis pas relu depuis 3 mois sur ce texte. Les origines d'un héros malgré lui dont le destin est de former une équipe de choc pour empêcher la destruction de la Terre et de la mer. Cette histoire épique est celle d'une organisation qui préserve la paix au plan mondial et d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi du Shield. Est-ce qu'il y a un Aquaman? Il y a Aquaman, ouais. C'est la mère qui t'a aidé. Ouais. Sauver la terre et la mer. Et devenir roi aussi, ça fait partie de Aquaman. Ouais. Est-ce que du coup derrière, Ouais, en fait, s'il y a le Shield, c'est que du coup on passe de DC à Marvel. Tout à Et fait, donc, ouais. du coup, on aurait trouvé une thématique qui serait peut-être la fusion entre un Marvel et un DC. à chaque C'est fois. exactement ça, tout à fait. C'est la fusion entre un Marvel et un DC à chaque fois. Dedans, il y a l'idée de former une équipe de choc pour empêcher la Ah, mais destruction. c'est Avengers. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça donnerait quoi? Avengers et Avenger Man. Non. Aquavengers. Aquavengers, exactement. Les Aquavengers. Synopsis suivant. On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi. Il faut juste un peu de magie pour le réveiller. Orphelin, Billy, un jeune ado de 14 ans, est élevé par une famille d'accueil dans le quartier de Queens de New York. Cependant, après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée, Billy voit son agilité et sa force s'accroître et se découvre des pouvoirs surnaturels. Est-il capable de voler, de voir à travers n'importe quel type de matière, de faire jaillir de la foudre de ses mains et de sauter son examen de sens social? Spider-Man et après voir à travers les murs, je dirais c'est Superman, mais C'est pas Superman. Peut-être que vous l'avez pas vu ce et qui film-là. balance des éclairs. Ouais, il peut voir à travers les murs, soulever Balancer des éclairs. jaillir de la Ah, foudre de c'est ses pas mains. l'autre là avec l'éclair justement là comme Mhm. Shazam. C'est Shazam, ouais, Shazam, tout à Je l'ai fait. pas vu effectivement. Et du coup, est-ce que vous avez une idée du titre? Spider-Man et Shazam. Ouais, Shazerman. Shazam. Presque, c'est Shazam Man. Shazam. C'est vraiment nul, hein. Moi j'avais poussé un peu plus la Ouais, recherche, c'est ça. tu vois. J'aime beaucoup Aquavengers pour l'instant. C'est mon préféré. Aquavengers, c'est très drôle. Ok, alors là, ça va être très long. Putain. Avocate le jour, Patience Philippe est une artiste douée mais maladivement timide qui se contente d'un modeste emploi de dessinatrice publicitaire au sein du conglomérat Adair Beauty que dirige le tyrannique Georges Adairé et sa femme. Cette société se prépare à lancer le cosmétique miracle censé procurer aux femmes un visage et un corps à jamais immaculé. Patience découvre que le produit ne possède aucune de ses vertus, mais est froidement tué par ses patrons avant d'avoir pu le dénoncer l'imposture. Tout n'est pas perdu cependant, car celle-ci ressuscite sous l'emprise d'une force mystérieuse. Bien qu'elle soit aveugle, son sens du radar lui permet de se diriger et d'éviter le moindre obstacle. Elle possède une ouïe, un odorat, une force, une agilité incroyablement développée. Inlassablement, cet être torturé arpente les rues de New York. Libérée de ses complexes, elle commence par régler quelques comptes et s'offrir certains plaisirs trop longtemps négligés. Bah, il y aurait pas un Daredevil Si, il y a Daredevil, Mais ouais. après l'autre partie, j'ai du mal à Daredevil, c'est quoi comme. Daredevil, c'est tout le côté aveugle, radar et avocat. On me souffle dans l'oreillette qu'il pourrait s'agir de Catwoman. Effectivement, c'est ça, c'est Catwoman.
Catwoman et Daredevil. Du coup, ça donnerait quoi? Hard Woman, mais ça... Hardwoman? Ça fait peut-être Mais il y a- une autre scène, là, ouais. Ça fait... Non, c'est Darewoman. There Woman. On remercie la participante de l'ombre, d'ailleurs. Ouais. pour, Le public. Merci, public. Dans ce nouveau volet, la tueuse légendaire augmente les mises de sa guerre contre le crime. Avec l'appui du... Non, avec l'appui... Avec l'appui du lieutenant de police Mark Gordon et le procureur Abby Dent, elle poursuit la puissante et maléfique organisation qui vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville. Leur association est très efficace, mais impulsivement, la belle se retourne contre ses commanditaires et décide de sauver ses proies. Compliqué celui-là. Ouais, j'ai rien. Il y a Gordon. Il y a donc Gordon, peut-être ouais. un Justice League ou un Batman. Ouais, exactement, il y a Batman. Mais alors quel Batman? Ah. Parce que vous n'avez pas que Gordon, vous avez aussi Dent dedans. Le DC n'est pas mon univers le plus... Ouais, d'autant plus que là, il est compliqué à trouver. Ouais. Bah, je vous donne la réponse, c'est The Dark Knight, le Batman que vous cherchez. D'accord. Et après, le Marvel, il est encore plus difficile à trouver, parce que même moi, je l'ai pas vu, et qu'il paraît qu'il est nul à chier encore plus que Daredevil. Ah ouais. Ouais, c'est... Ok. J'ai pas vu Daredevil de Electra. base. D'accord. Ah, Le c'est vieux, pas le vieux film, film, c'est pas hein. le film qui commence par la fin. Je sais pas, je l'ai pas vu. Vraiment, on m'a dit qu'il était Je nul me à rappelle que chier. le tout premier Daredevil que j'ai vu, il commençait par la fin. Electra Knight, Je du sais coup. pas. Du coup, c'était J'étais dans un peu The là. Dark Electra. Mais j'étais pas très inspiré. Alors, un petit garçon frêle et timide se porte volontaire pour participer à un programme expérimental afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la diabolique organisation Hydra dirigée par le redoutable Red Skull. Alors, t'as, du coup, machin, là... Le soldat d'hiver. Oui, voilà. Non, Bah, Captain Enfin, c'est America. Captain America, ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est Superman. L'autre, c'est Superman, ouais, exactement. Le Man of Donc, Steel, d'ailleurs, même. Donc, il faut prendre Man of Steel Steel et Captain America. Captain America. Captain Super. Captain of... Non, c'est Captain of Steel. Non, c'est Man of America. Man of America, tu prends le... ok. Ouais. Ouais, tu vois, Je partais sur un titre réaliste. Ouais, ouais. Et Réaliste. je sais combien tu aimes le patriotisme américain. Ah bah j'adore. Je suis un très très grand fan de tous les films patriotiques américains. Alors, Ça va revoir si tu le vois. face à une menace aussi énigmatique qu'invincible, l'agent secret Eddie Waller réunit une armada de symbiotes de la pire espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces super méchants s'embarquent alors pour une mission suicide, jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils peuvent agir de manière autonome. Suicide Squad. Ouais. Mais avec quoi? Un Marvel, du coup. Avec un Marvel où il y a un symbiote. Venom. Venom, ouais. Venom, voilà. J'ai appelé ça Venom Squad. Venom Squad. Ça fait des films qu'on a vraiment nul à chier, je trouve. Oh, encore. Ça dépend les thématiques, quoi. Oui, parce qu'en fait, je les ai pas. C'est pas moi qui ai choisi de les réunir comme ça. C'est, j'explique un parce que tu sais pas, mais en fait, je tire. J'ai plein de films, j'en ai pris 10 de chaque. Et en fait, je fais du hasard. Et après, je me démerde avec ce que j'ai. C'est pour ça que le film suivant est un peu étrange. C'est l'histoire d'un film qui relate une histoire originale inédite sur le grand écran, qui se focalise sur la figure emblématique de l'ennemi juré du docteur Hank Pym. Il brosse le portrait d'Arthur Fleck, un cambrioleur de haut vol, sans concession, méprisé par la société. Il va devoir apprendre à se comporter en héros et à protéger le secret de son spectaculaire costume afin d'affronter une effroyable menace. Oh. Il n'est pas facile. Non, il est assez dur parce qu'on dirait un vrai synopsis d'un vrai truc. Il y a un Thor. Non. Je dirais Ant-Man comme ça. Il y a Ant-Man, ouais. Yes. Bravo. Voilà, c'est tout ce que Bien joué. Non, il faut le Il dire. faut trouver d'ici. Ouais. Oh là là, la vache. Alors, Un indice, c'est un film qui est très... ça relate une histoire originale, inédite sur grand écran, qui se focalise sur la figure emblématique d'un ennemi juré, d'un personnage de DC. Joker. Ouais, tout à fait. C'est Joker. Ce qui nous donne quoi, du coup, comme titre? ce qui nous donnerait, du coup... En Joker. Je suis parti pour l'autre, j'ai fait Anjo. Jokerman. Jokerman. Oh, mais c'était trop simple. Ah oui, Il fallait bah, faire un petit Anjo ou un Jokant. Jokant. Alors, craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, un guerrier aussi puissant qu'arrogant décide de l'affronter. Mais lorsque les forces du mal de son royaume s'apprêtent à se déchaîner sur la Terre, il va apprendre à se comporter en véritable héros. Bah, Thor. À Thor, ouais, exactement. Batman contre Superman. Ouais, tout à fait, ça me donne quoi, du coup? C'est très simple. Batman contre Super Thor. Non, Thor contre Superman. En fait, on n'a pas ta logique clairement sur ça, quoi. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, ça foire complètement les titres. Quel que soit l'épisode de Synopsis Fusion. Et le dernier, c'était avant que Peter ne devienne un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes. À l'époque où il était encore un prince
et combattant invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur une île paradisiaque où il vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible menace l'univers tout entier, il conclut une alliance fragile avec 4 aliens disparates à l'autre bout de la planète. Peter quitte alors son havre de paix, convaincu qu'il doit enrayer la menace. En ralliant les hommes à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat, aussi désespéré soit-il, pour mettre fin à la guerre. Je te laisse du coup. Bah moi j'en ai trouvé un, l'autre je doute. Il y a Wonder Woman. Tout à fait. Ah bah l'autre, je te laisse, c'est les Gardiens de la Galaxie. Tout à fait, exactement. Ce qui donnera... Dans ma tête c'est devenu les 4 fantastiques. Mais tu sais pas que du les- tout Marvel. Les peut-être 6-7 premières lignes, on aurait pu dire que c'était le véritable résumé d'Uncharted. Ah oui, c'est vrai, oui. Le film Uncharted qu'on avait vu. Tout à tu vois. fait. Ouais. Mais il était bien ce film ou pas? Il était sympa. Il était sympa. C'est vrai qu'on n'a pas fait de C'était critique une dessus. bonne Ça fait très adaptation, longtemps qu'on n'a pas fait de critique. La musique était sympa. On avait dit que la musique était bien. La musique était bien. C'est plutôt une bonne adaptation. J'ai jamais joué au d'un jeu, mais Ouais, je ouais. crois quoi. Il y a... Dans ce qu'on connaît, parce qu'en général ça se Ouais. passe assez mal quoi. Ouais, j'ai Après, jamais c'est joué à pareil, Uncharted, comme on n'a donc je pas sais joué pas. au jeu, peut-être qu'on n'a pas le bon avis, mais. Tu as joué toi à Uncharted? Non. Bon, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé Uncharted. Alors, je vais tenter les gardiens de Wonder Woman, mais si tu fais un truc genre Galaxy Woman, Galaxy Man. Non, j'ai fait Guardians of the Wonder. Ah, pas mal. Pas mal. Voilà. Si, j'aime bien. Là ça suivait pas du tout la même logique Non, que les autres. fait les autres fois. Mais ça sonnait bien, en fait, j'essaie de trouver des trucs qui sonnent bien. Ouais. Et bah écoutez, ce petit synopsis fusion spécial super-héros d'ici Marvel est terminé. Et du coup, est-ce que, Théo, tu as pu réfléchir à une idée de question que tu voudrais nous poser ou non? Est-ce que vous pensez que l'évolution des voitures électriques dans le parking français est une bonne ou une mauvaise chose? Waouh, c'est hyper intéressant comme question en vrai. C'est une énorme question de société parce que ça va amener un C'est clairement bouleversement. vers quoi on se dirige, donc c'est après savoir ce qui est bon dans cette décision-là et ce qui est mauvais. Parce que moi je connais très clairement certains aspects positifs et très clairement d'autres qui sont très Bah, d'ailleurs, toi, négatifs. t'as une voiture électrique, donc déjà, est-ce Oui, que je suis quels concerné sont les par le aspects sujet. positifs et négatifs? Parce que moi, personnellement, Alors, je conduis au oui. diesel, donc. À ce qui paraît, tu jouis d'une voiture électrique. Voilà, de type Zoé, donc Renault. C'est ça. Du coup, on va citer Peugeot et Citroën dans le film. Voilà, bonjour à vous. Et on va citer Anne et Marie. Ouais, j'allais dire Il faut dire François, aussi mais des c'est prénoms, vrai que c'est... Oui, c'est vrai. Et alors, au-delà de mon expérience personnelle, c'est surtout le fait que du coup, l'État se dirige vers de plus en plus, l'État, mais en tout cas perpétue les primes à la conversion pour des véhicules électriques, et certaines marques arrêtent totalement des véhicules thermiques. Ouais. Alors, Y a je pas sais une- plus exactement Il n'y a pas une laquelle. date. Il y a une date, c'est 2000, je sais plus combien, 2036, 2029. Il existe une date en tout cas théorique. Il y a une date où il y aura plus de véhicules en vente thermique du tout. Mais du coup, oui, la question que moi je me posais, c'était, toi qui as une voiture électrique, justement, c'est quoi les avantages et les désavantages d'une voiture électrique? Alors le méga avantage, je dirais surtout en ce moment, c'est que un plein ça coûte très peu cher, hein, moins de 10 € largement, hein, pour un plein qui fait 350-400 km. Donc c'est réellement avantageux quand... Ça, je pleure à l'intérieur. Voilà, parce que on voit le prix du litre maintenant, je crois que c'est 2 € en ce moment, un truc dans le genre. Oui, à peu oui, près, 2 € et 2 quelques, euros, un oui, peu oui. plus, c'était parfois un 2 peu. € et quelques. Voilà. Et quand vous écouterez cette chronique, ce ce sera sera à peut-être 2,65 €. Voilà. Donc clairement déjà niveau prix, se déplacer, c'est beaucoup plus avantageux. Après, forcément, il y a une contrepartie à ça, c'est que vous payez... alors, quand vous achetez le véhicule, c'est tout bénéfique. Mais par exemple, quand vous faites une location longue durée, comme c'est mon cas, là, comme les voitures thermiques, vous avez un forfait kilométrique Ah, sur l'ensemble du dépasser, contrat. Par exemple, moi j'ai un forfait kilométrique en tout, je crois, de 30 000 €, de 30 000 kilomètres. Et du coup, dès que je dépasse ce quota-là, je paye un peu plus. Par exemple, tous les 1000 km que je vais faire en supplément, ça va être, je sais pas, une trentaine d'euros en plus. Oui, quand même. Mais l'avantage de ça, c'est que, en fait, en gros, dès que t'as passé ton forfait, tu changes le bagnole, quoi, plus ou moins. C'est ça, voilà. Surtout que sur les voitures électriques, il y a une grosse évolution de l'autonomie, des accessoires, de la sécurité, etc. Donc c'est vrai que moi je suis parti du principe où déjà j'avais pas d'argent. Donc la location était une bonne idée. Mais que surtout ça me permettait de pouvoir attendre 3 ans supplémentaires pour voir si à ce moment-là, il y a des voitures électriques qui vont bénéficier d'une autonomie d'à peu près équivalente à peu près à celle des modèles thermiques, autrement dit 500
500 km à peu près, 600 km avec un plein, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, donc au final... Oui, en fait. Et du coup, tu la recharges chez toi? Je la recharge chez moi, voilà. C'est alors sur une prise domestique ou alors on peut faire l'installation d'une prise renforcée, ce qui est gratuit chez certaines marques. Et pas chez d'autres. Et pas chez d'autres, voilà. Après, forcément, les constructeurs automobiles, du coup, ont une grosse rivalité sur ce nouveau marché qui se crée. Enfin, qui s'est créé déjà il y a longtemps, mais disons qu'il va se démultiplier les années, déjà aujourd'hui et pour des raisons diverses et variées. Après, les marques ont des approches aussi différentes. Par exemple, non, mais est-ce qu'on peut reciter des marques encore une fois? Oui, c'est bon maintenant, si t'es tellement que plein. tu peux y par aller. exemple, si on prend l'exemple de Toyota, qui était vraiment le leader des véhicules électriques, ça a été une des premières marques à vraiment développer Putain, je savais pas ça. les modèles électriques. Ils en ont fait un petit peu la pierre angulaire de leur stratégie. Et ils se sont retrouvés complètement à la ramasse pour les véhicules électriques. Ils avaient quasiment aucun véhicule électrique jusqu'à présent, ni même annoncé. Et là, je crois que c'est fin d'année dernière où ils ont fait toute une annonce sur une gamme électrique qui va apparaître chez Toyota et Linux. Je crois que c'est la version un peu haut de gamme de Toyota, je sais plus. Du coup, pour essayer de grappiller un petit peu les parts de marché qui sont en train d'être dévorées par tous ces concurrents. Donc, pour ne pas rater la petite marche qui va avoir lieu dans les prochaines années, puisque on a évoqué la date but de l'interdiction de vente de véhicules thermiques. Donc, c'est vrai que ça va arriver très vite, et c'est vrai que là, on est en 2022. Si cette interdiction là apparaît, si elle entre en vigueur ne serait-ce qu'en 2040, ça fait 18 ans seulement, et 18 ans sur une organisation de sortie, etc., de grandes entreprises, c'est pas si long que ça. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez intéressant. Mais ça va changer complètement notre aspect de la société vis-à-vis du véhicule, quoi, en fait. Tout à fait. Vous savez, par contre, que du coup, est-ce que c'était si écologique que ça derrière? Pas du tout. Parce que avec les piles de lithium et tout... C'est ça, en fait, il y a un gros problème sur la pseudo... il y a un gros... Alors, disons qu'il y a le côté, une fois que tu as la voiture en main, elle pollue plus. Oui. C'est-à-dire que toute la pollution elle s'est faite avant, dans la récolte des matériaux qui ont été nécessaires pour réaliser la batterie. Et une fois que ta voiture roule, alors elle va polluer. Certains spécialistes vont dire qu'elle va continuer à émettre des particules, pas dans le sens comme les diesels, etc., mais elle va émettre des choses qui vont polluer. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle est créée, la voiture elle pollue beaucoup moins qu'une voiture diesel ou même essence. Ouais. Par contre, c'est ça, la construction de la batterie qui, elle, est particulière. Après, il y a l'apparition de nouvelles batteries récemment. Il y a certaines marques qui l'ont annoncé, comme Renault, je crois, qui va commencer à créer ses propres batteries avec, je crois, sans le lithium, je crois, ou un truc, ou la manganèse, ou enfin, un des matériaux qui pollue parmi le plus au monde. Et sans ce matériau-là, tout de suite, les batteries pourraient être beaucoup plus écologiques. Parce qu'à présent, je crois que pour rentabiliser écologiquement la construction d'une voiture électrique, il faut rouler au moins 100 000 km avec. Je crois que c'est quelque chose qui se vaut aussi pour des voitures thermiques. C'est-à-dire qu'une fois que tu as rentabilisé écologiquement ta voiture, disons que c'est moins polluant, entre guillemets. C'est des notions qui sont très particulières à aborder. C'est un problème entre les deux. C'est comme beaucoup de ressources, en fait. Prends l'exemple du Lego, par exemple. Lego reste, par exemple, du plastique. Mais ce qui impacte l'environnement, c'est la durée d'utilisation du plastique de base. Un sachet plastique que tu vas jeter, un ticket, la durée de vie est très courte, voire inutile, et derrière pollue quand même. Alors que si tu utilises quelque chose plusieurs fois, c'est donc réutilisable, c'est pas recyclable en soi, dans ce sens. Mais du coup, ça veut dire que si tu mets beaucoup d'énergie à polluer pour créer quelque chose qui va durer ta voiture en question, dans la durée, est-ce que du coup ça aura une balance qui sera positive? Alors qu'inversement, une voiture thermique polluera peut-être moins à la construction, mais polluera toujours sur la durée, quoi. C'est vrai. En fait, on peut comparer ça aux sacs des supermarchés, voilà. Les petits sacs plastiques, ils polluent, et ceux que t'achètes en toile de jute pour réutiliser, ils polluent moins. C'est ça. Parce que cette idée-là, que seulement si tu le réutilises. Et si tu l'oublies dans ta voiture ou au fond d'un tiroir et que tu l'utilises jamais et que tu te mets à racheter plusieurs sacs parce que tu l'oublies et t'es tête en l'air, là, c'est l'effet inverse. Donc voilà, on a une bonne petite comparaison là. C'est pas mal. Moi j'ai une autre question que je me pose vis-à-vis de la voiture électrique, c'est que je vais pas vous mentir, moi j'aime bien conduire.
mais j'aime vraiment utiliser ma voiture et j'aime conduire Je avec vois ma où tu vas voiture. venir. Et Et- t'aimes bien le bruit que fait une voiture. Mais pas forcément le bruit que fait une voiture, mais en tout cas la sensation que te procure une voiture quand tu conduis, que tu accélères, etc. Et c'est vrai que j'ai déjà testé les voitures électriques, et en termes de conduite pure, je trouve que t'as moins de sensations. Bon, alors après, je sais que c'est pas du tout sur ça qu'il faut aller, etc. Mais juste vraiment, là, on parle juste de conduite et on va essayer d'oublier le principe de pollution. Est-ce que tu arrives toujours à prendre du plaisir à conduire en électrique Ouais, ou pas? complètement. Bah en fait, moi j'étais plutôt du genre à être lassé justement de la conduite, où bah quand tu fais le trajet du boulot, etc., t'es souvent lassé de te voir. Là, tu passes des agglomérations, hop, tu rétrogrades, etc. Hop, tu sors de l'agglomération, des fois une cinquantaine de mètres plus loin, hop, tu dois tout repasser plein de rapports, passer de la 2 jusqu'à la 5, etc. en quelques minutes de temps. Alors que l'électrique, bah tu fais rien. Tu fais. Ouais, mais justement, moi je sais que c'est ce que j'aime faire, c'est Oui, justement il y en passer a, ils les ont cette addiction. Moi, je l'avais passer aussi les au vitesses, moi début. j'adore. En fait, je me suis rendu compte que moi, ça m'ennuyait au bout d'un moment. Et Oui, surtout, c'est ce qui est ça. un gros plaisir, ce que un peu inverse au tien, c'est que moi, j'aime aussi ne rien entendre de la voiture. Et en fait, c'est très reposant et à la fois, ça t'incite à rouler moins vite. Parce que Ouais. du coup, en fait, comme t'aimes le bruit, tu as tendance à appuyer plus facilement sur l'accélérateur pour entendre plus le moteur. Si tu entends plus le moteur, tu vas plus vite. Si tu vas plus vite, bah, potentiellement, T'as tu plus dépasses d'accélération. les limites Eh de vitesse. Alors que sur l'électrique, de toute manière, t'entends pas grand chose. T'entends simplement le frottement de l'air sur ta voiture. Et c'est pas ce qui te fait kiffer. De Donc, plus je vibrer, me suis justement. surpris plusieurs fois à rouler bien en dessous des limitations de vitesse et de voir quelqu'un qui me collait au cul cul, derrière ouais. et qui voulait que j'avance, quoi. C'est une habitude à prendre en fait. C'est en une réalité. habitude à prendre. Et en fait, gros point positif aussi que j'ai sur la voiture électrique, c'est le frein régénératif. C'est Ah vraiment oui. quelque chose qui devrait exister dans toutes les voitures, en fait, tout simplement. C'est quand tu freines, en fait, ça te redonne C'est ça, et même, ouais, voilà, en fait, c'est même sans freiner, en fait, maintenant, tous les constructeurs mettent en place un frein régénératif de différents niveaux, qui va faire que, au niveau maximal, eh bien, il va te freiner très fort sans que tu aies besoin d'utiliser tes freins. C'est-à-dire que les freins, ils vont pas rentrer en ligne de compte, c'est simplement la batterie, système qui va faire qu'il va absorber l'énergie d'inertie de tes roues et la transmettre à la batterie. Ce qui fait que toi, ça va te faire ralentir et ça va te refaire gagner de l'autonomie sans user tes plaquettes de frein. Et du coup, là, je pense qu'il reste quand même une question à évoquer, c'est le fait de l'accessibilité. Si tu as envie de partir loin, il faut que tu te renseignes sur le fait que tu puisses recharger les endroits, etc. Même C'est si vrai. au fur et à mesure du temps, quand même, Oui, c'est. Alors, je pense que C'est ce qu'on disait, c'est que ça va transformer toute Tout notre à manière fait, de ouais. penser les routes. il y en a de plus en Il y en plus. aura de plus Tu en dois plus. avoir des Bah, sites qui j'en ai à peu permettent. près partout maintenant sur les Ouais. autoroutes des bornes électriques. Le tout, c'est d'avoir une voiture qui se recharge suffisamment vite sur ces bornes Ouais. pour que tu ne passes pas 3 heures à chaque fois. Attendre sur l'air. On reprend l'exemple des Tesla, par exemple, qui ont un peu révolutionné un peu le marché de l'électrique, où en fait, tu as des modèles avec, je crois, 350, 400, même beaucoup plus maintenant d'autonomie, kilomètres d'autonomie, qui se rechargent en une demi-heure sur une station de recharge rapide. Autrement dit, une demi-heure, c'est vrai que c'est plus long que si tu t'arrêtes pour faire un plein. Mais en même temps, à chaque fois sur les autoroutes, tu t'arrêtes et pour faire le plein, Pour et aller pour aux aller toilettes, boire un aux café, toilettes, pour aller aux toilettes, Ouais. manger un bout, boire quelque chose. Donc finalement, Oui, c'est la quelque demi-heure, chose ça qui te fait fait aussi tout une petite pause, ça te fait marcher, ça te fait un petit peu... Et puis ça Et, fait relativiser ton rapport au temps aussi d'une certaine manière. Bien sûr quoi. aussi, et te dire que bah voilà, le voyage aussi c'est intéressant en tant que tel. Enfin, moi je me suis dit aussi avec ma voiture, moi j'ai pas du tout une recharge rapide, moi c'est vraiment elle est axée sur une utilisation domestique, Ouais. locale, Aller faire les courses et autour le de travail. moi, et que si je me mettais à vouloir partir en vacances avec, je peux très bien me poser dans une borne de village. Et même si la recharge elle prend 2 heures, bah tu t'arrêtes 2 heures, tu visites le village en question, tu regardes, etc. Tu repars et tu refais la même chose après. C'est vrai que le voyage sera plus long, mais en même temps c'est une autre façon de voir les choses qui peut-être serait pas Plus mal. entre guillemets. Clairement. Sinon si tu veux aller plus vite, bah tu prends le train. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'après, c'est difficile de toucher à ça, puisqu'on a tous notre indépendance avec vis-à-vis de la voiture, et du coup, si on a envie d'aller d'un endroit précis à un autre, bah, on aime bien pouvoir y aller d'un seul coup, le plus vite possible, etc. Sans se faire chier à prendre un billet, sans se faire chier à tout Oui, ça. mais de toute façon, si on veut changer un peu les choses, il faut changer aussi notre rapport au temps et notre rapport à notre consommation, d'une certaine manière. Donc, Après, c'est pas toujours plus mal. pareil. C'est-à-dire que si tu veux changer ta consommation aussi, il faut que tu en aies potentiellement les moyens. Comme Oui, beaucoup de ça, choses. c'est un autre C'est-à-dire problème, que pour si la tu as envie de voiture. manger sainement, bah, du coup, il faut manger plus de fruits et mettre légumes un qui sont quand même budget relativement plus chers, important. etc. Et pendant un certain temps, l'électrique restait quand même Ouais. pas quelque chose d'inaccessible, mais quand même de relativement cher, qui du coup
sur le temps faisait que tu amortissais du coup les coûts, mais à une époque aussi où il y avait peut-être moins, ça c'est sûr, même c'est une certitude, de bornes que ce qu'il y a aujourd'hui, l'accessibilité, le prix et l'utilité et la conscience même écologique au balbutiement de l'électrique était peut-être pas forcément n'était pas la même, et tu pouvais même tourner en véhicule le fait d'avoir une électrique, parce que du coup ça voulait dire de se complexifier la vie, alors que du coup une voiture thermique était techniquement beaucoup plus simple. Oui, comme ça va se démocratiser, et ce sera forcément moins cher, et donc du coup Oui, ce sera plus quand on facile de commencera à avoir l'avoir. des voitures électriques vendues en occasion, des trucs comme ça. Bah, il y en a déjà, de toute déjà, façon. ouais. Enfin, disons qu'il y a ne serait-ce que, moi je crois que mon premier véhicule électrique, c'est toujours une Zoé, là. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un petit pari de prendre un véhicule électrique, c'est-à-dire que l'autonomie, elle est beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Elle faisait 150 km grand maximum quand le vent te poussait dans le dos et qu'il faisait beau. Donc à ce moment-là, 150 km, tu es beaucoup plus réticent à acheter un véhicule comme ça. Bien sûr. Alors que tout de suite, quand on passe à une autonomie qui est 350 km, 400 km, là tu es sur une autonomie qui est beaucoup plus importante, qui va en fait remplir 95-98% de tes besoins, de tes trajets quotidiens. Et c'est vraiment que quand tu pars en vacances, quelque part, que ça va te poser problème. Et même à ce niveau-là, tu as certaines marques qui ont mis en place en fait des locations gratuites, comprises dans les forfaits de quand après tu prends une voiture électrique pour te passer une voiture thermique pour partir en vacances, et quand tu reviens tu récupères ta voiture électrique. Donc c'est certainement oui, voilà, ils s'adaptent en fait parce qu'ils savent que la réticence des consommateurs c'est au niveau du kilométrage, de l'autonomie. Ce qui est complètement en train de partir en fumée, puisque maintenant, comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, tu as des véhicules qui ont 500 km d'autonomie, voire plus. Je crois que Tesla a annoncé qu'il voulait sortir un véhicule d'ici quelques temps, dans très peu de temps même, ne serait-ce que dans les 2-3 prochaines années, un véhicule qui aurait 1000 km d'autonomie. Et là, tu dépasses largement l'autonomie d'un véhicule thermique. Mais est-ce qu'il y a un problème, c'est toujours le même. Une nouvelle fois derrière, c'est que la volonté même de l'électrique qui pourrait être purement écologique, derrière il y aura toujours un niveau de classe sociale, et du fait qu'il y a une accessibilité et quelque chose qui est beaucoup plus difficile à avoir, mais qui a plus de gadgets, mais qui en même temps est plus pratique. Mais après, justement sur l'accessibilité, tu as Dacia qui a sorti un véhicule électrique qui est très très abordable. Ah ouais ? Ouais. Il est sous certaines offres, je crois que la Dacia, tu peux l'avoir dans certaines régions à à 10 000 euros, voire moins de 10 000 euros pour une voiture neuve à l'achat. Ce qui, pour un véhicule électrique. Il y a certaines aussi, il y a le freinage d'urgence, par exemple, donc tu as certaines notions de sécurité qui sont quand même pas déconnantes pour un véhicule ce prix-là. Et par contre, le point négatif pour le moment, c'est que forcément l'autonomie elle est beaucoup moins importante que sur d'autres voitures. Elle est à 150-200 km maximum. Encore une fois, ça remplit pas mal de critères, pas mal de tes trajets quotidiens, mais dès que tu es en dessous de 300 km, tu as toujours cette petite réticence. Mais je pense que dans les prochaines années, en fait, il va y avoir un marché de l'électrique qui va remplacer le thermique, dans le sens où progressivement, les voitures, il y a quelques années, vont être sur le marché de location, bien plus accessibles. Tu n'auras pas la performance des voitures récentes ou qui viennent de sortir, mais tu auras quand même quelque chose, une expérience qui pourra te permettre de rouler avec. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, je sais plus le terme que tu as employé. Ouais. Le prix qui fait que. Oui, tu auras une séparation sociale. Oui, voilà. Entre les gens qui peuvent se permettre de les acheter. Avec les voitures thermiques. Tu as les voitures les plus chères. Là où je voulais en venir, c'est que le modèle change, mais la conception même la conception reste de la commercialisation reste la même. Voilà, c'est juste qu'on échange d'énergie, tout simplement. Mais toute la consommation, de toute façon, ça marche très bien et ils n'ont pas intérêt à le changer, pour eux en tout cas. Oui, c'est ça. On sait qu'il faudrait plutôt changer notre rapport à la consommation que notre système. Après, il y a aussi des gros points négatifs à l'électrique, c'est que faire interdire les véhicules thermiques à l'achat et ensuite potentiellement à la circulation, ça implique que tu as des millions, voire des milliards de véhicules qui sont déjà rentabilisés niveau écologie, c'est-à-dire qu'ils ont roulé suffisamment pour avoir justifié leur construction, qu'on va devoir emmener à la casse, simplement parce qu'on s'est dit il faut construire plein de véhicules neufs qui vont énormément polluer pour mettre simplement des voitures électriques et faire genre écolo. Ouais. Alors ça, c'est la plus grosse connerie du monde, parce que les véhicules qui roulent en ce moment, ils roulent et voilà, faut pas les jeter, faut pas
s'ils en viennent à la fin de leur existence, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus rouler, il y a trop de pièces à changer, certes, et petit à petit, plusieurs décennies, il y a une disparition naturelle qui va se faire des véhicules thermiques si tu n'en vends plus forcément. Mais il faudrait plutôt rester vraiment sur cette disparition lente, ou progressive, en tout cas contrôlée, plutôt qu'une disparition abrupte qui soit belle. Ouais, et du coup, tu pourras même aller plus loin dans la question en disant mais quel avenir pour les stations essence? Oui, carrément. Les stations électriques. Mais d'ailleurs, on achètera quand même son soda, tu vois. Oui, des stations. Ce sera des stations de recharge en fait. Et il y aura toujours une borne à essence pour les gens qui rouleront quand même en thermique, comme les gens qui ont des bagnoles de collection. Après, t'as le gros souci de. Si tout le monde passe en électrique, on n'a simplement pas l'énergie pour nourrir ces voitures électriques. Justement, c'était la question du public. Le public est en train de se poser la question là-haut sur de qu'est-ce notre rapport à la consommation électrique. Il va nous falloir. Absolument pas l'énergie pour répondre faire ça. À la demande de millions de véhicules électriques. Ça, c'est clair et net. Déjà qu'on galère des fois à certaines périodes de l'année niveau électricité quand il fait trop froid ou trop chaud avec les clims, etc. Enfin, je crois que l'hiver dernier, ils avaient demandé aux provinces de pas trop chauffer pour que les Parisiens aient suffisamment d'électricité pour pouvoir vivre tranquillement, quoi. On a un gros problème énergétique qui se pose et c'est pour ça aussi que, mine de rien, le nucléaire reste la solution la plus pérenne et écologique, entre guillemets, entendons-nous bien. C'est écologique parce que ça émet pas de gaz à effet de serre, mais ça émet d'autres sortes de déchets que tout le monde connaît. Tout à fait. Tant qu'on n'en est pas à réallumer les centrales à charbon, ce qu'on va faire. Voilà, le gaz, c'est sympa de dire qu'on prend plus le gaz des Russes, mais si on n'a pas de quoi le remplacer... C'est ça. Ouais, mais ça soulève plein de problèmes de société, en fait. On est sur un moment charnière. Charnière, un moment de basculement entre deux énergies, c'est-à-dire l'électrique et le thermique, c'est-à-dire que l'essence, le pétrole, le gaz, ça va disparaître progressivement, mais faut bien quelque chose pour le remplacer. C'est surtout adapter notre consommation à cette nouvelle énergie. Et pour le moment, on n'a pas vraiment de moyens de le faire. Ouais. C'est pour ça que tu as une course un peu au nucléaire dans certains pays. En France, on doit... on est un peu la bourre, alors qu'on était les champions du nucléaire. Par rapport à l'Allemagne... Oui, bon... L'Allemagne est à fond charbon de bois, charbon de bois, charbon tout court, c'est pas du tout charbon de bois. Oui, mais c'est un autre point de vue après derrière, c'est qu'ils ont décidé d'enlever le nucléaire et de faire une transition écologique. Mais comme on disait, ça a le même problème, c'est qu'est-ce que dans ça c'est polluer mieux pour mieux sauter. C'est ça, c'est dans tous les cas t'as un problème, c'est tu choisis le nucléaire pour avoir une transition énergétique propre, t'as quand même des déchets nucléaires. Ouais. Et tu choisis le charbon, tu pollues énormément le temps de t'adapter à la nouvelle il n'y a pas de bonne solution pour production d'énergie. Si t'as ces deux solutions là, faut juste je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais choix en fait. C'est vraiment un parti pris. Ouais. Moi j'aurais tendance à plus partir, après ça engage que moi, sur le nucléaire parce que t'as des possibilités avec les centrales les plus récentes de produire beaucoup moins de déchets et surtout réexploiter les déchets des centrales voulait précédentes. réexploiter les déchets des centrales d'avant. Ça permettrait de déjà réduire vachement ce qu'on va faire parce que on a des modèles vieillissants, donc ça permettrait aussi de réduire l'impact de ces modèles vieillissants sur le monde, mais en même temps ça nécessite énormément d'argent d'investir là-dedans. Et c'est aussi quelque chose qui est vachement rejeté par l'opinion publique. C'est dès qu'on parle de nucléaire, on pense à bombes. Oui, mais on passe aux bombes et surtout, si tout le monde est pour le nucléaire, c'est comme les éoliennes, on est pour, mais on ne va pas dans son jardin. Ouais. Oui, bien sûr. C'est partout pareil, donc tu as toujours ce problème-là qui se pose. C'est sûr. En tout cas, c'était une excellente question, tu vois, au final, bravo. Bravo, parce que il faut le dire pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est la première intervention de Théo dans l'émission De tout et de rien. On t'avait vu dans un De rien et de tout avec Nicolas l'année dernière. C'est pas la même, c'est ça la nuance. C'est de rien et de tout, il n'y a rien de préparé. Et là, il y a quelque chose un peu de préparé et moi, je n'avais absolument rien de préparé. C'est pour ça que la nuance entre les deux émissions est assez floue parfois. Oui, en espérant d'avoir été assez clair, parce que c'est vrai que sur ce débat-là, c'est un peu compliqué. Oui, de toute façon... Sur l'énergie, être assez clair. De toute façon, le roi du montage ici présent va faire en sorte que ça ne se répète pas trop et que ce soit fluide. Ça va être fluide, ça va envoyer du pâté. Et puis, vous nous direz dans les commentaires de ce que vous voulez faire, si vous comptez continuer à utiliser une voiture thermique, si vous aimez conduire en passant des vitesses, si vous préférez le silence de la nature, si vous voulez prendre une 106 électrique, parce qu'on en parlait en début d'émission. C'est vrai qu'il y a des plus vieux modèles.
En partant du principe aussi qu'on a à peine effleuré le sujet. Oui, bien sûr, mais après... C'est vraiment à peine abordé le sujet. Moi, mes connaissances sont nulles là-dedans. Soulever les Vraiment. thématiques principales sans vraiment les approfondir. Oui, de toute façon, c'est comme dirait Nicolas dans l'émission, le problème avec les débats de tout ou de rien, c'est qu'on fait que surveiller le sujet à chaque fois. Je le sais. Parce que nous ne sommes pas des experts. Et non, nous ne sommes pas des experts, nous n'avons pas la volonté de nous présenter devant vous comme étant des experts. Nous ne sommes là que pour vous présenter quelque chose, et c'est à vous après de faire vos recherches, toujours en vérifiant vos sources, bien évidemment. Oui. De tout ou de rien, c'est plus que des débats de comptoir et moins que des débats scientifiques. Et c'est magnifique mot de Raphaël, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, chers publics qui étaient là, bravo pour le public, ouais, que nous allons mettre fin à cette émission. Merci à tout le monde. Notons qu'une tombola sera offerte aléatoirement aux membres du public ensuite parmi le ticket de tombola qui a été vendu. Exactement. Au nombre de 1. De 1, c'est déjà pas mal. Avant, il y en avait 0, donc écoutez, on a atteint notre maximum. Est-ce qu'on peut compter les mouches? Je ne sais pas. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Et le public n'est pas divisible par... le public est un nombre premier. Voilà. Exactement. Le public est un nombre premier. On retombe sur nos pattes, et ça c'est beau. Et chers auditeurs, à la semaine prochaine. Bisous. Bye. Ciao. Théo, tu as pu réfléchir à une idée de question que tu voudrais nous poser ou non? Ça met la pression parce que si je réponds non... T'as le droit de répondre non, parce que ça sera coupé au montage. Et on réarrange. Et on réarrange, tu vois. Nous, la réalité, on s'en fiche, on la modifie, tu vois. Ouais, tu me demandes de réfléchir à une question qu'on va aborder tous les trois ensemble. Ouais, tout à fait. Ça peut être n'importe Une quoi. Ça peut être. thématique. Est-ce que vous préférez Un débat. la tourtelle bio ou de la tourtelle pas bio, par exemple, tu vois? Moi, j'en ai une. Ah, vas-y. Nous t'écoutons. Ben non, en fait. Moi, je me dis, en fait, le sujet, je l'ai, mais il est un peu chiant, quoi. C'est pas grave, on va le rendre fun, peut-être, on sait pas. Tant qu'on veut pas savoir. Au pire, on dira non, ça c'est pas possible. Théo. Est-ce que vous pensez... Tu m'as fait une... peut-être un peu effrayé. Vas-y. Parce que on a parlé de l'avortement tout à l'heure, tu t'es dit, merde, il va vraiment le sortir. Parce que du coup, mon micro ne me sert plus à Ton rien. micro ne sert plus à rien, ouais. On va enregistrer avec la tablette. Ça va suffire. Ouais, écoute, ça me rappellera mon début. Parce que j'avais commencé comme ça. Mais avant, t'enregistrais tout au micro, là? Bah, normalement, en fait, la première fois, j'ai fait ça à la tablette. C'était le pilote de l'émission, puis après, j'ai installé tout un setup de micro. Ouais. Et puis, visiblement, aujourd'hui, on n'a pas envie de marcher. Donc, vu que j'ai pas non plus envie de vous faire chier et que vous attendiez 45 minutes que j'ai réussi tous mes branchements, on va faire la tablette. Allez, vous êtes prêts? Oui. C'est bouillant. Dernière chiffre. Allez.